Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parole aux explorateurs de conscience. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir d'interroger Xavier Bazin. Bonjour Xavier, comment vas-tu? Bonjour Luc, très très bien, merci et toi? Voilà, moi ça va superbe et puis tu vas nous expliquer dans un instant pourquoi on ne te voit pas, mais avant je voudrais faire quand même une petite présentation de tes activités. Donc, toi, tu es Hervé Bazin, tu es journaliste. Xavier. Mais tu n'es pas le seul à faire Xavier Bazin, pardon. Je Tu n'es parlais, pas le premier. je parlais de ton frère, non je rigole. Xavier Bazin, excuse-moi Xavier. Xavier Bazin, donc tu es journaliste scientifique et écrivain. Tu es l'auteur de plusieurs best-sellers, dont en particulier Big Pharma démasqué, donc qui était en rapport avec la crise du Covid, et puis Antivax toi-même, qui était, comme tu le dis toi-même, sur la délicate question vaccinale. Donc aujourd'hui, on ne parlera pas trop de sujets qui fâchent, quoique ceux qu'on va aborder sont pas toujours acceptés par la médecine conventionnelle, mais tu vas nous expliquer qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent leurs intérêts. Aujourd'hui, on va parler de ton dernier ouvrage qui s'appelle Protocole 100% naturel, validé par la science mais oublié par la médecine. C'est déjà un véritable succès en librairie. Tu as plusieurs milliers d'exemplaires qui ont été vendus et qui sont très intéressants pour la prévention de la grippe, parce qu'on est la grippe, le pic de la grippe s'est peut-être calmé, mais elle continue toujours. Et puis, c'est pas uniquement contre la grippe, c'est aussi contre toutes les infections hivernales, les rhinites, les otites, les bronchites, etc., etc. Voilà, donc, et le livre a été préfacé par mon ami le docteur Éric Monat, qui est un très bon médecin que je vous recommande. Voilà. Donc, avant de commencer, il y a la question qui va interroger tout le monde, c'est pourquoi Xavier, excuse-moi de l'erreur de tout à l'heure, pourquoi Xavier, on ne te voit pas, on voit simplement une image à ta place. C'est très simple, c'est que j'ai un tempérament assez discret, j'ai pas forcément envie de me mettre en avant et autant je suis intransigeant sur ce que j'écris, c'est-à-dire je fais pas de concession à ce que j'estime être la vérité, qui ne plaît pas à tout le monde. Autant voilà, je préfère du coup me mettre un peu en retrait par rapport à mon visage, vivons heureux, vivons cachés. Voilà, c'est un bon adage. Voilà, donc on respecte tout à fait ton point de vue parce que ce qui est le plus important, c'est ce que tu nous dis dans ce livre, dans ce livre. Et là, tu ressors beaucoup de nutriments qui sont très importants pour nos défenses immunitaires. Et puis, tu commences bille en tête par la tête de gondole, je dirais, qui est la vitamine C. Donc, quels effets peut-on en attendre? Alors la vitamine C, elle est vraiment intéressante parce que tout le monde pense la connaître, c'est très banal. La plupart des gens savent bien elle donne un coup de pouce au système immunitaire, mais on sous-estime généralement quand même ses effets, à la fois en prévention et surtout, on en parlera peut-être dans un deuxième temps, en traitement, c'est-à-dire dès les premiers symptômes d'une infection. En prévention, on sait depuis maintenant assez longtemps que c'est une vitamine qui est vraiment efficace pour éviter, pour réduire le risque d'attraper une infection hivernale. Il y a beaucoup d'essais cliniques qui ont été menés depuis même la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui l'ont montré. Le prix Nobel Linus Pauling avait fait un livre qui est resté célèbre, la vitamine C et le rhume. En fait, c'est le rhume en anglais, c'est plutôt le syndrome grippal. Ça date déjà d'il y a plus de 50 ans et il avait déjà recensé à l'époque les essais cliniques qui montraient une efficacité. Lui-même, en fait, s'en était rendu compte en fait, quand il avait commencé à prendre 3 grammes par jour de vitamine C et lui qui souffrait beaucoup l'hiver de beaucoup d'infections, il s'était rendu compte qu'il en avait plus tellement. Après, lui-même savait qu'un cas ne suffit pas. C'était un grand scientifique, hein, prix Nobel de chimie, prix Nobel de la paix. Il savait qu'un cas ne suffisait pas à en faire une règle. Et du coup, il s'est plongé dans la littérature scientifique et il a montré vraiment déjà qu'il y avait un certain nombre de preuves. Et depuis, les preuves n'ont cessé de s'accumuler en faveur de la vitamine C en prévention. C'est d'ailleurs tout à fait logique puisqu'elle a beaucoup, par beaucoup de mécanismes physiologiques, elle est fondamentale pour optimiser le système immunitaire. Nos cellules immunitaires contiennent de la vitamine C, ont besoin de vitamine C pour fonctionner. Donc, il n'y a rien de plus naturel
que ceci. Et c'est pour ça que je recommande vraiment en période hivernale au moins 500 mg par jour, probablement plus autour de 500 mg matin et soir de vitamine C. Pourquoi matin et soir? Eh bien, parce que pour avoir un taux élevé dans le sang le plus continu possible, parce que la vitamine C, elle est vite éliminée. C'est d'ailleurs un gage de sécurité, c'est-à-dire que le surplus est rapidement éliminé. Et donc, si on veut maintenir un taux de vitamine C dans le sang assez élevé, il faut en prendre matin et soir au moins 2 fois par jour. On verra que c'est encore plus fréquent, que ça doit être encore plus fréquent quand on est malade. Mais voilà, en prévention, c'est un geste très simple et qui peut réduire. Alors, ça ne va pas être miraculeux, hein, vous n'allez pas cesser d'avoir des infections l'hiver avec cette dose, mais vous allez avoir un peu moins d'infections et aussi, parce que ça, c'est le critère important qui est parfois oublié de la plupart des micronutriments dont je vais parler, ils réduisent aussi la durée et la gravité de l'infection. C'est-à-dire que si on se contente de dire, ah bah, on regarde juste le nombre d'infections que vous avez, on trouvera peut-être 20-30% d'infections en moins avec cette dose de vitamine C, ce qui est déjà pas négligeable, mais on trouvera souvent aussi qu'elle dure moins longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 3 jours, par exemple, chez vous à ne pas pouvoir sortir, vous resterez peut-être un jour et demi, 2 jours, et ce qui est là aussi pas négligeable. Et ça, c'est en parlant d'un seul nutriment du protocole. Moi, je pense vraiment qu'en les combinant tous, on peut vraiment réduire drastiquement le risque d'infection et réduire aussi drastiquement la durée et la gravité des infections, mais on aura le temps d'en reparler. Et c'est vrai que autrefois, quand il y avait quelqu'un qui était malade, on commençait par lui donner un grand verre de jus d'orange fraîchement pressé pour lui apporter de la vitamine C. Donc ça fait partie un petit peu des petits protocoles qu'on faisait dans toutes les familles. Alors, une question qui revient souvent, c'est l'intestin, dit-on, ne peut absorber qu'entre 500 mg et 2 grammes par jour. Donc, si on donne des doses plus importantes, est-ce que c'est vraiment utile, vu que l'intestin ne pourra pas l'absorber? Est-ce que si on donne 5 grammes, est-ce qu'il n'y a pas 3 grammes qui vont partir directement dans les selles? Alors, en fait, c'est juste, tu as tout à fait raison de signaler ce point, d'ailleurs qui est souvent mal compris, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre pas absorber et peu absorber. Il est clair que, effectivement, si on prend 5 grammes, il y aura peut-être 3-4 grammes qui iront directement dans les selles. Mais si on prend 5 grammes, il y aura plus de vitamine C absorbée dans le sang que si on prend 1 gramme. Si on prend 1 gramme, il y aura plus de vitamine C absorbée dans le sang que si on prend 200 milligrammes. Donc oui, chaque fois qu'on augmente les doses, la dose absorbée diminue, la proportion absorbée diminue, mais la quantité absorbée augmente. Donc c'est tout à fait faux de dire que ça ne sert à rien. Ça sert moins en termes d'absorption, mais ça ne sert pas à rien. Et on sait notamment avec les tests sur les mégadoses de vitamine C, que plus le taux de vitamine C dans le sang est élevé, plus la capacité de cette vitamine à agir est intéressante. Donc, ça, c'est le premier aspect, c'est sur l'absorption dans le sang. Mais il y a un deuxième aspect aussi, c'est dans les selles, en fait, ce n'est pas inutile. Euh, Par exemple, il a été montré que des quantités très élevées de vitamine C permettent d'augmenter le nombre de bifidobactéries dans l'intestin, donc d'améliorer le microbiote, et les bifidobactéries sont essentielles pour avoir une réponse immunitaire optimale. Dernière chose, ce n'est même pas inutile d'avoir des taux élevés de vitamine C dans les urines, parce que dans la vessie, ça peut agir localement, et c'est d'ailleurs un conseil aussi que j'ai, que je ne mentionne pas dans le livre, mais quand on a des infections urinaires, de prendre des mégadoses de vitamine C, parce que la vitamine C concentrée très élevée dans la vessie va aider aussi avec d'autres éléments à se débarrasser d'une infection urinaire. Donc, en fait, tu as tout à fait raison. Il y a un mythe autour de ça. Beaucoup de médecins rejettent les doses importantes de vitamine C au-delà de 200 mg en disant c'est pas absorbé, vous contribuez juste à avoir une urine hors de prix, c'est-à-dire le coût de la vitamine C qu'on absorbe. Mais en fait, c'est tout à fait faux pour les différentes raisons que je viens d'évoquer. Et il paraît qu'il semblerait que la vitamine C liposomale apporterait un plus également au niveau des. Il y aurait besoin d'une moins grande quantité de vitamine C sous forme liposomale pour avoir une meilleure efficacité. Alors, tout à fait, en termes d'absorption, en tout cas, ça c'est clairement démontré que la vitamine C liposomale, c'est juste une vitamine C dans laquelle qu'on a enrobé de petites billes de graisse
qui permettent en fait à cette vitamine de mieux pénétrer dans les cellules, parce que la graisse en fait permet d'entrer plus facilement dans les cellules. Et donc en gros, on estime qu'elle est 2 fois mieux absorbée. Mais elle est aussi, disons, 6 à 8 fois plus chère. Donc si qu'on se contente d'être sur l'absorption, moi je pense qu'il vaut mieux qu'on ait un petit budget. Je pense qu'il vaut mieux prendre 2 fois plus de vitamine C classique que d'acheter de la vitamine C liposomale. Maintenant, je n'exclus pas que la vitamine C liposomale, parce qu'elle est 2 fois moins absorbée, pourrait aussi par ailleurs avoir d'autres bienfaits qui n'ont pas encore tout à fait été bien démontrés. Donc, là-dessus, j'ai vraiment une opinion assez souple, c'est-à-dire que je pense que toutes les vitamines C, on pourrait parler aussi de la vitamine C naturelle, toutes les vitamines C sont intéressantes. Si vous avez une préférence pour l'une d'entre elles, que l'une vous convient mieux, je pense qu'il n'y a aucun problème. Il n'y en a pas une qui est nettement supérieure aux autres. Il faut juste faire attention au prix, donc au budget que vous voulez mettre, et au dosage. Par exemple, la vitamine C naturelle à base d'acérola, hein, c'est un petit fruit d'Amérique. J'ai absolument rien contre. Il faut juste savoir que quand vous avez 1000 milligrammes d'acérola, vous avez que 170, à peu près 150 à 170 milligrammes de vitamine C. Donc ça peut être tout à fait intéressant de prendre voilà, cachet d'acérola, enfin une pastille le matin et le soir. Ça vous apporte quand même pas loin enfin, 300 à 400 milligrammes de vitamine C. C'est tout à fait intéressant. Mais voilà, vous n'allez pas avoir 2 grammes. C'est pas 1000 milligrammes, c'est pas 1 gramme. Et donc là aussi, la vitamine C naturelle, pour le coup, elle est 15 fois plus chère que la vitamine C en poudre simple. Donc voilà, c'est une question vraiment de choix. Mais il a été montré en tout cas que la vitamine C de synthèse est tout aussi bien absorbée dans le sang que la vitamine C naturelle. Elle est chimiquement identique. Là encore, on ne peut pas totalement exclure qu'un jour on comprenne des choses qui fait que la vitamine C naturelle est supérieure, donc j'exclus pas du tout cette possibilité. Mais en l'état actuel des choses, en tout cas, voilà, chacun vraiment fait selon ses préférences et son budget. Ça, c'est un avantage de la vitamine C, c'est que toutes ces formes-là sont utiles, il faut juste savoir bien les doser. Alors, pour revenir justement à la forme vitamine C effervescente, qui est une vitamine C la plupart du temps industrielle, comme tu le dis, une question était se poser, c'est que ben, on utilise dans toutes les molécules qu'on utilise dans le corps, il y a une forme lévogir et une forme dextrogir. Je m'explique pour les personnes qui ne connaissent pas ces termes. Ça veut dire que si classiquement, quand on envoie un rayon sur ces molécules, il y a des molécules qui vont dévier vers la droite et d'autres qui vont dévier le rayon vers la gauche. C'est un peu comme deux mains. Vous savez, la main droite et la main gauche sont les mêmes mains, mais qui sont en miroir, je dirais quelque part. Et donc, nous sommes ainsi conçus, nous autres êtres humains, pour n'utiliser que les formes lévogies. Et d'après ce que j'ai lu, certaines critiques qui disaient que les formes effervescentes chimiques, donc industrielles, avaient la moitié de vitamine C lévogir et la moitié de vitamine C dextrogir. En d'autres termes, si c'était marqué à 1 gramme, il y avait 500 grammes de lévogir, 500 grammes de 500 milligrammes, ben oui, grammes, oui, milligrammes de dextrogir, et donc, et en fait, on n'utilisait que la moitié. Qu'est-ce que tu penses Alors, d'abord, juste un mot sur. Moi, pour moi, la vitamine C de synthèse, je la prends sous forme de poudre ou de gélule, mais pas effervescente. Effervescente, c'est généralement des comprimés qu'on trouve en pharmacie et qui sont bourrés généralement d'excipients que je recommande et d'additifs que je recommande absolument pas. Donc, pour moi, le plus simple, c'est la vitamine C en poudre, l'acide ascorbique pur, c'est en gélule ou en poudre. Mais pas en pharmacie et pas sous forme effervescente. Pour ça, c'est juste un détail. Et pour aller au cœur de ton point, je me suis intéressé à ce point, effectivement. Moi, je ne pense pas, en tout cas, ça n'a pas été pour moi démontré que l'acide ascorbique de synthèse de bonne qualité contient la moitié enfin, pour moi, ça contient entièrement la lévogir. Et donc, en fait, c'est vraiment la même molécule et située de la même manière dans l'espace. Donc, pour moi, il y a pas de sujet de ce point de vue-là. D'accord, tout à fait rassurant. Voilà. Donc, on peut utiliser donc les formes synthétiques qui sont identiques aux formes à croquer, etc. Et c'est vrai que tu avais raison de bien souligner que quand
on met acérola 1000, c'est 1000 grammes, 1 gramme d'acérola et c'est pas 1 gramme de vitamine C. Ça peut être une appellation un petit peu qui prend fusion. Euh, donc, et puis après, on n'a pas parlé non plus, mais on n'est pas dans le sujet des très hautes doses qu'on utilise aussi de vitamine C pour certaines maladies. On va laisser ça de côté pour aujourd'hui pour continuer dans notre prévention des infections hivernales, etc. Et là, après, la deuxième vitamine que tu as mis, et j'ai apprécié aussi, c'est la vitamine D, D comme Dominique. Quels effets, parce que la vitamine D a été longtemps reléguée au rôle simplement phosphocalcique, donc dans son métabolisme du calcium de l'ossification osseuse. Mais aujourd'hui, on a découvert plein d'autres vertus de la vitamine D. Et pourquoi parles-tu de la vitamine D justement dans ton livre de la prévention des infections et où la trouver? Alors la vitamine D, bon, c'est vraiment la vitamine D essentielle du système immunitaire, à la fois pour se protéger et pour éviter aussi, quand on a une forme plus grave, des emballements du système immunitaire. On en a beaucoup parlé pendant le Covid. Les emballements du système immunitaire dans une deuxième phase d'infection peuvent être aussi dangereux. Et la vitamine D a ce double emploi. Elle module le système immunitaire à la fois pour le renforcer en première phase pour éviter l'infection ou combattre l'infection. Et en plus, elle module le système immunitaire pour éviter qu'il s'emballe dans les phases à risque. Donc vraiment, c'est une vitamine D absolument cruciale. Si tous les Français avaient des bons niveaux de vitamine D pendant, j'ai peut-être dit C, de vitamine D pendant le Covid, on n'aurait pas eu du tout le niveau de problématiques à la fois hospitalières et de décès pendant cette période. C'était vraiment une vitamine clé. Même l'Académie de médecine, hein, je ne sais pas si tu te souviens, en mai 2020, hein, 2 mois au moment du déconfinement, avait dit c'est une vitamine essentielle pour éviter les formes graves, justement pour éviter les emballements immunitaires. Malheureusement, elle était bien seule et n'a pas beaucoup été relayée. Mais en fait, la vitamine D, effectivement, au début, elle a été connue pour éviter le rachitisme. Mais quand même, en fait, quand on se plonge un peu dans l'histoire de la médecine, on voit que ça fait longtemps qu'on sait qu'elle a un impact immunitaire. Il y a même un essai clinique au 19e siècle, hein, à Londres, hein, qui avait montré que ça agissait contre la tuberculose. En fait, c'était l'huile de foie de morue à l'époque, hein, donc il y a d'autres ingrédients dedans, mais bon, l'huile de foie de morue était efficace. Ça, on s'en est vite rendu compte aussi contre les infections. Et puis, il y a eu un tournant quand même dans les années 1980 où on s'est rendu compte qu'il y avait dans chaque cellule immunitaire les plus importantes des récepteurs à la vitamine D. Donc, s'il y a des récepteurs à la vitamine D, c'est probablement qu'elle a une utilité et qu'il vaut mieux que ces récepteurs aient suffisamment de vitamine D, voilà, puissent avoir la vitamine D dont ils ont besoin. Et un deuxième tournant au début des années 2000, on s'est rendu compte qu'elle activait des sortes d'antimicrobiens, des peptides, des petites peptides antimicrobiens. Et ça s'appelait à la médecine conventionnelle qui cherche toujours des assaillants contre des agresseurs. Et donc là, on les a trouvés avec la vitamine D. Et du coup, s'en est en suivi une série d'essais cliniques. Je parle beaucoup des essais cliniques parce que ça, j'en dis juste un mot. Pour moi, il n'y a rien de plus probant quand même qu'un essai randomisé en double aveugle contre placebo. On prend un grand groupe de personnes ou un petit groupe, on le divise en deux de façon totalement aléatoire, donc les deux groupes sont parfaitement comparables. On donne à l'un, dans ce cas-là, dans le cas qui nous occupe, la vitamine D, à l'autre, on donne un placebo, personne ne sait ce qu'il prend. Au bout de 6 mois d'hivernaux, par exemple, on regarde qui a eu plus d'infections, combien de temps elles ont duré. Et s'il y en a eu moins dans le groupe qui a pris la vitamine D, on est à peu près certain que la vitamine D est active. Pour moi, c'est quand même la reine des preuves. J'aime évidemment quand ça rejoint la tradition, quand ça rejoint les médecines traditionnelles, quand ça rejoint l'expérience de grands praticiens. C'est pour ça que j'en parle aussi. Ce n'est pas juste une litanie d'études, mais pour moi, c'est la reine des preuves. Et dans le cas de la vitamine D, on a de nombreuses preuves sur toutes les infections hivernales, y compris le Covid, que c'est très efficace pour réduire le risque des infections et d'en réduire la gravité. Donc, c'est vraiment une vitamine exceptionnelle. Elle a beaucoup d'autres vertus. Et d'ailleurs, ça, c'est quand même un des éléments, je pense, que je voudrais mettre en avant sur mon protocole, c'est que
ces effets secondaires sont désirables. Généralement, les effets secondaires des médicaments sont indésirables, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de les avoir. Mais les effets secondaires de mon protocole, ils sont désirables, c'est-à-dire qu'ils ont des avantages sur d'autres problématiques de santé. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, si vous prenez la vitamine C dont on parlait tout à l'heure, vous allez remarquer aussi que votre tension, elle va peut-être diminuer un peu. Si vous prenez la vitamine D, vous allez voir que vous avez une meilleure régulation de votre glycémie. Vous allez avoir peut-être un peu moins de douleurs articulaires, vous allez avoir moins de crampes, vous avez plein d'autres, et vous avez sur le long terme un effet anti-cancer avec la vitamine D qui a été extrêmement bien démontré. Donc, je recommande vraiment à tout le monde de prendre la vitamine D. La question majeure, c'est celle de la forme et de la fréquence, parce que là, il y a vraiment un malentendu et une grosse, de mon point de vue, grossière erreur de beaucoup de médecins, malheureusement, qui, quand ils prescrivent de la vitamine D, ce qui est déjà un bon point pour eux, c'est-à-dire qu'ils savent qu'elle est importante, trop souvent la prescrivent sous forme d'ampoules mensuelles, voire pire, trimestrielles. Or, là, j'ai examiné de près tous les essais cliniques. Ils montrent tous une chose, c'est que quand elle est donnée sous forme mensuelle ou trimestrielle, d'ailleurs que ce soit contre les infections ou contre le cancer, elle ne fonctionne pas, peut-être même avoir des effets délétères, alors que quand elle est donnée sous forme journalière, c'est-à-dire tous les jours, ou hebdomadaire, hebdomadaire, ça peut fonctionner aussi pour si on oublie de la prendre tous les jours, et bien là, elle fonctionne. Donc ça, c'est un point vraiment majeur. Ne prenez pas des ampoules tous les mois. Tout ce que vous obtiendrez, c'est pendant 2 semaines un gros pic dans le sang, ensuite une baisse dans le sang, et en fait, le corps n'aime pas les variations brutales. Et donc, c'est ce qu'il faut absolument faire, c'est d'en prendre tous les jours ou toutes les semaines. Et moi, je recommande à tout le monde, je ne sais pas ce que tu en penses, Luc, mais vraiment de faire une prise de sang si vous ne l'avez jamais fait pour tester votre taux de vitamine D. Et faites-le par exemple à l'entrée de l'hiver, en octobre, parce qu'évidemment, vous n'aurez pas le même taux, que c'est une vitamine qu'on synthétise au soleil, hein, donc vous n'aurez pas le même taux à la fin de l'été et à la fin de l'hiver. Mais faites un test par exemple en octobre. Si vous êtes en dessous de 10 nanogrammes par millilitre, là vous avez un taux de rachitique. Donc là, c'est vraiment une urgence absolue de remonter votre taux. Si vous avez un taux inférieur à 20 nanogrammes par millilitre, c'est une carence, vous devez en prendre plus. Si vous avez un taux inférieur à 30 nanogrammes par millilitre, la médecine estime que c'est bon. Moi, j'estime qu'il vaut mieux être au-dessus de 40 nanogrammes par millilitre dans le sang pour avoir d'autres vont encore plus loin, mais je suis plus prudent que certains médecins ou holistiques parce que je préfère rester au plus près des doses les plus physiologiques. Et par exemple, les chasseurs-cueilleurs qui sont au plus près de la façon dont on a évolué ont des taux entre 40 et 50 nanogrammes par millilitre dans le sang de vitamine D, donc ça me paraît un bon compromis. Sachant que, et ça c'est un point aussi très important, il faut savoir quand même que cette vitamine, pour être active, elle consomme du magnésium. Donc si vous prenez des doses de vitamine D, ce que je recommande, il faut veiller à avoir suffisamment de magnésium dans son alimentation, voire d'en prendre en complément alimentaire, pour être sûr à la fois d'activer cette vitamine D, sinon elle risque de ne pas être active, et aussi de ne pas être carencée en magnésium. Et donc ça, c'est a fortiori si vous montez sur des doses très importantes de vitamine D. Donc ça, c'est un premier point. Et aussi, il faut savoir qu'elle a un autre cofacteur, c'est le zinc, mais ça nous donnera peut-être la transition pour la suite. Et un troisième élément, c'est que la vitamine D, c'est pour ça qu'elle était connue, c'est que pourquoi elle est bonne pour les os, c'est qu'elle améliore l'absorption du calcium. Or, le problème du calcium, c'est quand même on souhaite qu'il se redistribue sur les os, mais pas sur les tissus mous. Sinon, ça s'appelle une calcification. On n'aime pas trop avoir des calcifications. Pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour les tissus. Et il y a une vitamine quand même qui fait ça très bien, d'éviter la calcification, c'est la vitamine K2. Elle fait en sorte que le calcium se dirige plutôt vers vos os que vers vos tissus mous. Donc, quand on prend des doses importantes de vitamine D, moi, je vous conseille en fait de prendre, au total, pour grouper zinc dont on va parler, vitamine K2 et d'autres micronutriments très importants comme le sélénium ou les vitamines de groupe B, moi, j'ai tendance à conseiller de prendre un multivitamine qui englobera la K2, le zinc et les vitamines du groupe B. La vitamine E aussi, qui est importante. Enfin, toutes ces vitamines sont malgré tout très importantes sur le système immunitaire. Je fais un focus sur les trois plus importantes, vitamine C, vitamine D et zinc,
Mais il faut savoir que le système immunitaire, il a besoin de tous les micronutriments essentiels pour bien fonctionner. Donc, moi, j'ai tendance à recommander alors un multivitamine de qualité. Par contre, je donne des adresses dans mon livre parce que là, sur le multivitamine, il ne faut pas se tromper. Il peut y avoir des erreurs qui sont commises par les fabricants, c'est-à-dire parfois qu'ils mettent du fer, qui n'est pas une bonne idée, qui est pro-oxydant. Les vitamines B9 et B12 sont parfois synthétiques, ce qui est, à mon avis, pas une bonne idée pour ces vitamines-là sur le long terme. Donc, pareil pour la vitamine E. Donc voilà, sur les multivitamines, autant l'acide ascorbique, la vitamine D, on peut trouver vraiment des formes très peu chères et tout aussi acceptables que des formes plus sophistiquées, disons. Autant les multivitamines, je pense qu'il faut vraiment pas faire du bas de gamme. Tout à fait. Et pour revenir, pour rebondir sur ce que tu disais, déjà, il faut plutôt favoriser la vitamine D3 que la D2. Ah oui, bien sûr. Proche de la Bien réalité. sûr. Tu conseilles dans ton livre 2000 unités internationales par jour. Pour revenir sur ce que tu disais, moi j'ai exercé à Nouméa, donc un pays sous les tropiques, un pays Oui, ensoleillé, etc. Et je faisais régulièrement des prises de sang de vitamine D à mes patients. Et malgré qu'on habitait dans ce pays ensoleillé, il y avait des personnes qui étaient en manque, pas en carence, mais en manque de ouais, parce que c'est pas tout d'être dans un pays ensoleillé, mais encore faut-il avoir l'exposition et puis ça va dépendre aussi des heures. Il y a un certain nombre de choses qui interviennent ouais, tout à fait, l'application de la vitamine D par la peau, par l'organisme, par l'absorption, etc. Voilà. Donc c'était pour rejoindre tout à fait. Et alors, on va continuer notre exploration sur un oligoélément qui est super important, qui est le zinc. Alors, la première chose que je rappellerai aussi à tous nos amis qui nous écoutent, et quand on prend de l'âge, je sais ce que c'est, eh bien, mes amis, nous nous dézinguons en vieillissant. Donc, il faut penser encore en plus, quand on vieillit, à prendre du zinc régulièrement. Mais tu le conseilles, toi, en prévention des infections, ou voire dans les traitements d'une infection. Explique-nous Ouais. pourquoi. Alors, le zinc, bon, c'est un minéral absolument essentiel ou oligoélément essentiel pour le système immunitaire. D'ailleurs, je signale que ça a été un peu oublié, mais il faisait partie du protocole Raoult, hein. Dès l'été 2020, le protocole Raoult a ajouté à sa fameuse bithérapie, hydroxychloroquine et azithromycine, il avait ajouté le zinc. Lui qui n'est pas du tout spécialement un connaisseur ou un fervent des médecines naturelles ou des micronutriments naturels, ce qui montrait bien que c'était un minéral absolument clé. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, hein. Il faut savoir que c'est même reconnu au niveau international. Les revues, les méta-analyses Cochrane, hein, qui est un peu la référence en termes de rigueur scientifique, explicitent que c'est dans les pays en développement le minéral clé pour éviter les pneumonies des enfants. Le zinc réduit, il y a beaucoup d'essais cliniques qui le montrent, réduit le risque de pneumonie. Et dans les pays en développement, les pneumonies sont souvent mortelles, enfin peuvent être mortelles, donc des enfants. Donc ça, c'est un point clé. Et en fait, elle réduit les pneumonies dans ces pays-là, mais en fait, c'est le cas aussi dans nos contrées. Il y a aucune raison, parce qu'en fait, comme tu le dis, hein, de la même manière que les enfants dans les pays en développement peuvent être carencés en zinc, les personnes âgées sont souvent carencées en zinc. A fortiori, en plus, si elles sont végétariennes ou véganes, parce que le zinc est quand même le concentré de façon la plus importante et mieux absorbé dans la viande. Donc, si on ne mange pas de viande, on a vraiment des risques de carence en zinc et il faut vraiment en prendre l'hiver. Et il y a pour moi, je cite souvent cet essai clinique parce qu'il est quand même remarquable. Il a été fait en plus par le grand spécialiste du zinc, c'est un médecin d'origine indienne qui s'appelle Dr Prasad, qui est vraiment la référence mondiale du zinc. C'est grâce à ses travaux que le zinc a été reconnu comme minéral essentiel par les États-Unis. Et donc ce Dr Prasad, il a conduit un essai clinique vraiment passionnant aux États-Unis, dans la ville de Détroit, où c'était une centaine de personnes relativement âgées, plus de 60 ans. Il leur a donné pendant un an, en fait, 45 mg de zinc, enfin 45 mg de gluconate de zinc à un groupe, un placebo au groupe de contrôle. Et au bout d'un an, il a mesuré un peu tout ce qui s'était passé. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? 70% d'infections en moins
70% d'infections en moins de tout type dans le groupe supplémenté en zinc avec 45 mg de zinc. Et en plus, ce qui est assez fort, c'est que il y avait non seulement moins de petites infections, mais surtout moins de grosses infections. Il y avait 5 fois moins d'antibiotiques qui ont été donnés dans le groupe supplémenté en zinc par rapport au groupe qui a reçu le placebo. Donc ça, c'est des chiffres, même si c'était une petite étude, c'est des chiffres qui ne peuvent pas être contestés, qui sont d'ailleurs cohérents avec tout ce qu'on sait par ailleurs du zinc. Le zinc réduit le risque d'infection. Donc moi, je conseille d'avoir, soit on a 10, 15, 20 mg dans son multivitamine pendant la période hivernale, soit on est un peu plus vulnérable que la moyenne, et là, il ne faut pas hésiter à prendre 30 mg, voire 40 mg. 30 mg par exemple de bisglycinate de zinc, c'est une très bonne chose pendant la période hivernale pour réduire le risque d'infection. Et le risque d'avoir des infections qui dégénèrent en pneumonie. Donc voilà, ça c'est vraiment un minéral extrêmement intéressant dont on parle moins. Et pourtant, là encore, hein, quand on regarde d'un point de vue physiologique, ça paraît assez logique parce que nos cellules immunitaires qui s'appellent les lymphocytes T, elles ont besoin de zinc. Pourquoi? Parce que, même pour exister, puisque l'organe qui les crée, c'est le thymus. Et ces lymphocytes T, elles s'appellent lymphocytes T justement à cause du thymus. Et le thymus, s'il n'a pas de zinc, il est atrophié. Et il ne peut pas fabriquer suffisamment de ces cellules majeures du système immunitaire. C'est un de ses effets. C'est aussi un minéral qui répare, hein. Donc, c'est important quand on a une infection virale de réparer les tissus, parce qu'en fait, quand on a une infection virale, les tissus sont endommagés. C'est là que les infections bactériennes trouvent un terrain propice, hein. La plupart des infections bactériennes se développent sur une infection virale qui n'a pas été tout à fait bien repoussée par le système immunitaire. Et le zinc contribue aussi à prévenir cette infection bactérienne, même si on a une infection virale. Donc voilà, à tout point de vue, c'est le trio magnifique, vitamine C, vitamine D et zinc, dont il ne faut absolument pas manquer pendant une grande période hivernale. Merci de toutes ces précisions, Xavier. Alors, une question piège quand même par rapport au zinc. Bon, piège, une question tout court. C'est une question, c'est que le zinc est un excellent antioxydant, c'est un excellent renouveleur et il permet le renouvellement des cellules d'une manière générale. Ouais. Donc, ça permet de maintenir une certaine forme physique, dont les systèmes immunitaires. Donc, ça veut dire que c'est un très bon produit en préventif. Mais la question que je voulais te poser, c'était en curatif. En curatif, évidemment, on peut se dire en donnant du zinc, on va renforcer le système immunitaire. C'est juste. Mais certains disent que si on donne du zinc en période d'infection, on va aussi favoriser non plus la multiplication cellulaire, mais on peut aussi favoriser la multiplication des virus, voire des bactéries. Qu'en est-il? Que penses-tu de cette... Alors, des virus, certainement pas. En revanche, et je le dis dans mon livre, par précaution, mais purement par précaution, si on a une infection bactérienne déclarée, là, je recommande de ne pas prendre du zinc parce il y a une hypothèse, hein, qui n'a pas été vérifiée, mais il y a une hypothèse sur laquelle le zinc pourrait contribuer à nourrir les bactéries. Mais encore une fois, ça ne justifie absolument pas, par contre, d'éviter d'en prendre quand on a une infection virale. Et la plupart des infections commencent en étant virales. Encore une fois, les infections bactériennes se surdéveloppent par-dessus. Et au contraire, si on a une infection virale, c'est le moment ou jamais d'en prendre pour éviter justement que ne se développe cette infection bactérienne, puisqu'elle va aider le système immunitaire à repousser l'infection virale et en plus à réparer les tissus, comme je le disais tout à l'heure, pour éviter aussi que le terrain devienne favorable à une surinfection. Mais je dois préciser quand même que dans les pays en développement, hein, où on a fait beaucoup d'études, même en cas d'infection bactérienne de pneumonie déclarée, même là, la supplémentation en zinc avait encore un effet favorable. Donc, moi, par précaution, je recommande d'éviter si on a une infection bactérienne déclarée, mais voilà, il y a quand même peu d'éléments. Et donc, pour moi, par contre, c'est tout à fait sûr et recommandé d'en prendre une dose supplémentaire quand on a les premiers débuts d'une infection virale. Et là, en plus, on a beaucoup de preuves que ça réduit la durée des rhumes. Et là, on peut venir peut-être quelques secondes au traitement, à la manière de le prendre en traitement. Mais là, pour le coup, il n'y a qu'une seule forme de zinc qui a montré sa capacité à réduire le rhume, hein, ou les infections et les syndromes grippaux un peu classiques, pas très graves.
c'est les pastilles à sucer. Et les pastilles à sucer formulées de telle manière que les ions du zinc se libèrent dans la bouche. Là, on a pas moins de 9 essais cliniques qui ont montré que quand il est bien formulé, et il n'y a pas beaucoup de formules hein, qui sont bien formulées, je cite la principale qui existe dans mon livre, eh bien, des pastilles à sucer, en fait, dès les premiers symptômes, réduisent drastiquement les symptômes du rhume. C'est d'autant plus spectaculaire que pour la médecine classique, un rhume soigné, un rhume non soigné dure une semaine dans les deux cas. C'est même un vieux dicton. Or là, il a vraiment été prouvé qu'on pouvait réduire, et c'est vrai que c'est très difficile à diminuer parce que souvent c'est lié à des rhinovirus qui se multiplient dans la gorge et dans le nez et qui agissent localement, et donc sur lesquels on peut difficilement agir, sauf si on agit localement. Et le zinc, et sous une forme qui libère des ions quand on le suce longuement dans la bouche, peut agir localement et avoir cet effet de réduction de ces rhumes. Super, super. Ça rassure parce que c'est vrai que c'était une question théorique que je t'ai posée, que certains s'opposaient, mais tu. Non, je la mentionne dans mon livre, c'est une vraie question. Voilà. Alors, une autre vraie question, c'est que toi, tu as ton tiercé gagnant, je dirais, et dont je suis complètement d'accord. Vitamine C, vitamine D, zinc. Mais pourquoi pas le magnésium? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Alors, en fait, d'abord, tu as raison, et moi, je prends du magnésium tout au long de l'année. J'en ai parlé, c'est très important pour activer la vitamine D. Ça active 300, au moins 300 processus chimiques, voire plus dans l'organisme. Donc, et c'est essentiel même à la production d'énergie, d'ATP. Et si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas guérir, on ne peut pas se défendre. Donc, c'est un minéral absolument fondamental, donc j'en suis tout à fait d'accord. On a moins d'études directes sur la prévention. Par contre, je le mentionne quand je parle du chlorure de magnésium, qui est un de mes jokers. Je mentionne bien que ça a un rôle très important pour le système immunitaire et que sous forme de chlorure, en plus, ça avait des effets là qui ne sont pas démontrés par des essais cliniques, mais on a un faisceau d'indices et d'indications qui est très puissant en faveur de son efficacité pour raccourcir et éviter les formes graves des infections. Et dans ce chapitre, justement, je parle à la fois du magnésium élément et des liens qu'on peut trouver avec le système immunitaire. On a quelques études, pas très nombreuses, mais elles existent. Et puis du magnésium sous forme de chlorure, où là, qui a un intérêt vraiment très particulier. En tout cas, les thérapeutes qui l'ont expérimenté, y compris un membre fameux de l'Académie de médecine, hein, le professeur Delbet, ont vraiment trouvé des effets très intéressants au chlorure de magnésium en traitement. Je dois dire que la plupart des gens qui l'utilisent sont aussi assez dithyrambiques sur ce produit. Donc là, c'est un peu l'exception à la règle que j'ai faite dans mon livre. C'est validé par la science, sauf dans ce cas-là. Mais pour moi, il y a trop d'éléments de grands praticiens et de témoignages qui sont intéressants et qui pointent quand même une efficacité de ce produit. Je ne sais pas si toi, tu l'utilises, Luc, ou si tu l'as déjà recommandé. Et, excuse-moi, j'ai pas Le entendu. chlorure de magnésium, toi, tu l'utilises? Moi, Ou- je l'utilise peu, je l'utilise en ce sens que quand c'est une infection, on peut l'utiliser. Ah oui, oui, non, non, je parle vraiment en traitement, oui, En préventif. tout à fait. Le magnésium avait été déjà proposé quand il y avait une épidémie, je ne sais plus ce que Le c'était. chikungunya, Chikungunya dans la Réunion, je crois. tout à fait, tout à fait. Les pharmacies ont été dévalisées et les témoignages étaient là aussi excellents et c'est encore un virus. Donc il y a vraiment de bonnes raisons de penser que c'est utile en cas d'infection, oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a le chlorure de magnésium et le magnésium. Donc, c'est deux choses différentes. Et Tout à fait, le chlorure de magnésium a aussi des vertus, enfin des effets indésirables. C'est pour ça qu'il faut pas, on peut pas en prendre tout longtemps. à fait, tout à fait. Ça, d'ailleurs, le magnésium aussi, il peut très bien le faire. Il ne faut pas prendre n'importe quel magnésium, Ouais, parce que certains peuvent aussi être laxatifs par rapport à ça. Et tout à fait. préconisent d'ailleurs de prendre, indépendamment des problèmes de prévention infectieuse, beaucoup préconisent de prendre du magnésium pratiquement tous les jours pour maintenir sa forme, sa vitalité, Ouais. etc. Alors, Oui, surtout, ouais. alors, j'ai été heureux aussi quand j'ai lu ton livre, j'ai été très heureux parce que je me dis qu'il y avait tellement de choses. Il n'y a rien à enlever, moi, j'ai pas de virgule à enlever par rapport à ce que tu as dit, mais j'étais heureux aussi que tu parles de l'importance du lavage de nez.
en ce sens qu'on en parle beaucoup, on le fait systématiquement chez les nouveau-nés, chez les enfants, chez les nourrissons, tous les jours, une fois ou deux fois par jour, mais chez les adultes, on oublie tout ça, et pourtant Dieu sait que c'est important également, en particulier en cas d'infection. Mais oui, c'est très juste. C'est très étrange qu'on le fasse pour les bébés et qu'on oublie totalement de le faire, alors que le mécanisme en plus physiologique est très simple à comprendre. Les virus, ils se multiplient où? Dans la cavité nasale. Et donc, si on veut agir dessus le plus efficacement possible, notamment dans les premiers temps, il faut vraiment agir à cet endroit-là. Et en plus, par ailleurs, et là je cite les études parce que ça paraît tellement simple, presque trop simple, l'eau salée dans le nez et la gorge. Ça paraît presque trop simple pour pouvoir être efficace. La médecine et les chercheurs aiment bien les remèdes très sophistiqués qui coûtent très cher. Mais là, on a, notamment grâce à la période Covid, hein, un certain nombre d'études très probantes qui montrent que c'est efficace, que ça diminue la charge virale, que l'eau salée simple, hein, est efficace pour cela. Et donc, on a tout intérêt, toutes les raisons du monde, et c'est ce que je recommande à la fois en prévention et en traitement, eh bien, matin et soir, en tout cas le soir avant de se coucher, de faire un lavement nasal. Alors, il y a deux possibilités. La possibilité, disons, la plus approfondie, mais qui prend quelques minutes de préparation, c'est le lavage à l'indienne, ou avec qu'on appelle le neti pot, hein, alors, on le trouve aussi en pharmacie sous la forme d'un objet qui s'appelle Rhino Horn. C'est un objet qui permet de mettre de l'eau salée et de le verser dans une narine et elle ressort par l'autre. Donc là, ça fait un bon lavement de cette zone. Mais bon, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Il faut que ce soit de l'eau tiède, il faut que ce soit de l'eau pure, de l'eau filtrée. Voilà, c'est un tout petit peu de préparation. Moi, je conseille de le faire. Après, pour ceux qui ont moins le temps et qui n'ont pas de problème et qui ont les moyens, il y a aussi des sprays nasaux à l'eau salée qui sont très très bien. Moi, je recommande plutôt les sprays isotoniques plutôt qu'hypertoniques, c'est-à-dire que le taux de sel n'est pas trop élevé. Et on en trouve facilement. Et là, c'est vraiment deux pchites, hein, dans chaque narine. Et rien que ça a une efficacité. Ça a été montré vraiment dans plusieurs essais cliniques. Je détaille un peu les études. Encore une fois, ça paraît difficile à croire, mais oui, oui, c'est aussi simple que ça. Et en fait, ça vous réduit le risque d'infection, mais tout simplement parce que l'eau salée vient aider votre mucus à faire son travail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une première barrière, hein, avant même que notre système immunitaire soit en action, avant même que nos cellules puissent agir contre un virus, il faut d'abord qu'elles soient infectées. Mais avant même que les cellules puissent être mises en danger par des virus, on a une barrière naturelle qui s'appelle le mucus, hein, même quand on est en pleine santé, qui tapisse en fait notre nez, notre gorge, et qui est là pour attraper, qui est un peu visqueux, et qui est là pour attraper les virus avant qu'ils ne, justement, n'aillent infecter les cellules, pénétrer dans la cellule. Et si notre mucus est en pleine santé, s'il est suffisamment visqueux, mais en même temps suffisamment fluide pour être évacué régulièrement, eh bien, il va bien faire son travail, il va attraper comme une colle, un attrape-mouche les virus, et il va l'évacuer avec en plus des petites molécules antimicrobiennes qui le composent. Et c'est pour ça que quand on a le mucus asséché, que ce soit dans des appartements surchauffés ou dans la clim, c'est pour ça on tombe plus facilement malade. Parce que le mucus asséché, il ne fait plus il ne fait plus son rôle de barrière. Et un des éléments du sel, pourquoi c'est si intéressant, c'est que parmi ces différentes vertus, il contribue à l'hydratation, parce qu'il retient l'eau. Donc il hydrate votre mucus parce qu'il a besoin de ne pas être asséché pour bien faire son travail. Donc voilà, l'eau salée, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est tout simple. Je recommande aussi de le faire en gargarisme. Alors, là, on peut même utiliser de l'eau du robinet de façon courante. Moi, après chaque lavage de dents, je fais 30 secondes de gargarisme, c'est-à-dire je prends simplement l'eau du robinet, je relève un peu la tête et je la fais rouler au fond de la gorge pendant 30 secondes. Et ça, c'est un geste extrêmement simple, alors là, qui prend 30 secondes, qui ne demande aucun ustensile, et dont une étude japonaise, parce que les Japonais, c'est une tradition, les gargarismes, depuis plusieurs siècles, hein. Eux, c'est dès qu'il y a une infection, période d'infection, c'est lavement de main et gargarisme. C'est les deux. Nous, on a l'habitude de se laver les mains. Eux, ils font aussi le gargarisme. Ils ont tout à fait raison. Et ils l'ont montré dans un essai clinique. C'est rien que de faire ce geste, c'est 30% d'infection en moins dans la période hivernale. Donc, c'est vraiment
Un geste extrêmement simple. Alors, c'est encore plus efficace avec de l'eau salée, mais rien que de l'eau du robinet fonctionne aussi. Donc voilà, en prévention, gargarisme et irrigation nasale, matin et soir, si possible, ou que le soir, mais vraiment au moins un de ces deux moments. Et par contre, en traitement, là, il faut le faire plusieurs fois par jour, le nez et la gorge, pour aider en fait notre corps à évacuer en fait les virus et à aider notre système immunitaire à être et notre mucus à faire son travail. Et les inhalations, qu'est-ce que tu en penses? Alors, bah, j'ai tout un chapitre sur pourquoi la fièvre est utile, pourquoi la chaleur est utile. Donc, il est certain que la chaleur tue les virus et les bactéries. Donc, il est évident qu'il y a un effet local qui est tout à fait intéressant. Les huiles essentielles, on sait aussi qu'elles ont des pouvoirs anti-infectieux, donc des inhalations aux huiles essentielles sont intéressantes. Le seul inconvénient, je trouve, c'est que pour qu'elles soient bien efficaces, les inhalations, elles doivent avoir la bonne température, pas trop chaud parce que là, pour le coup, ça peut irriter la cavité nasale, ce qui n'est pas le bon moment. Si c'est pas assez chaud, ça peut ne pas avoir autant d'effet qu'espéré. Donc, c'est un tout petit peu plus difficile, je trouve, comme maniement. Mais bien sûr, ceux qui en ont l'habitude et le font, et en tirent des bénéfices, c'est une pratique tout à fait intéressante. Tout à fait. Alors, le temps passe et on va continuer nos aventures parce qu'on t'écouterait pendant des heures. J'ai été heureux aussi que tu parles des probiotiques dans ton livre, de l'importance des probiotiques, parce qu'en fait, c'est un des grandes barrières, un des grands centres immunitaires de notre organisme et il est important d'avoir toujours un équilibre au niveau de cette flore intestinale. Mais Oui. parmi tous ceux qui sont proposés sur le marché, quels sont les bons probiotiques que tu conseillerais? Alors, bah, je ne veux pas forcément citer de marque, mais en fait, les probiotiques, pour le coup, en termes d'immunité, les probiotiques généralistes sont généralement très bons. Enfin, si tu tiens à ce que je cite, là, pour le coup, on peut en trouver dans les grandes marques Pilège et Nutergia font des très bons probiotiques. Ça, c'est très utile à la fois en prévention et en traitement. Ça nous rappelle surtout que le microbiote est fondamental pour le système immunitaire. Ça veut dire aussi que c'est pas tout de prendre des probiotiques, ça veut dire que l'alimentation, l'activité physique, enfin tout ce qui contribue à un microbiote optimal est important. Moi, je me suis concentré dans le livre sur les choses simples à faire parce que tout le monde sait que changer ses habitudes sur l'alimentation, sur le mode de vie, sur le stress, sur l'activité physique, c'est pas toujours facile. Je le recommande évidemment en première intention. Mais l'avantage de mon protocole, c'est que, indépendamment de tout ça, qui est difficile, mais qu'il faut faire, il y a des gestes simples, pas très coûteux, qu'on peut faire aussi et qui réduisent vraiment de façon très significative, comme on l'a vu, le risque d'infection. Donc, quand tu dis probiotique, je pense d'abord microbiote, mais effectivement, ça peut être vraiment un coup de pouce très utile, que ce soit en prévention ou en traitement, pour aider le microbiote à agir. Et comme je disais tout à l'heure, hein, même des micronutriments comme la vitamine C aident à avoir un bon microbiote, notamment pour les fameuses bifidobactéries. Ça a été montré. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui contribuent à la santé du microbiote, à commencer encore une fois par une bonne alimentation. Avec les produits fermentés en particulier. Alors, tu as parlé d'autres choses aussi. Là, je ne vais pas parler de tout parce qu'il faut laisser aussi, on n'a pas le temps et il faut laisser aussi à nos auditeurs et spectateurs l'occasion de lire ton livre parce que tu parles aussi des vertus du sureau qui est très important, de l'échinacée et de la propolis, voire tu conseilles même de prendre un petit peu de miel de temps en temps. Et on peut s'arrêter un petit moment sur l'huile de Harlem, Ah oui. encore moins connue. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah, l'huile de Harlem, c'est vraiment un remède que j'ai découvert il y a un an seulement, hein. Ce livre, c'est la conclusion de à peu près 5 ans de travail, qui a commencé avec le Covid, où j'ai commencé à m'intéresser de très près aux remèdes anti-infectieux, évidemment, pendant cette période. Et j'en ai découvert de plus en plus de choses sur la bonne formulation, parce que peut se tromper parfois. On sait que la vitamine C, la vitamine D et le zinc sont utiles, mais parfois on ignore en fait à quel dosage, sous quelle forme. Donc là, j'ai vraiment approfondi tous ces points. Bien sûr, tous les jokers dont je parle dans le livre. Et parmi ces jokers, effectivement, j'ai une mention spéciale pour l'huile de Harlem. Parce que en fait, ce qui est démontré scientifiquement, c'est que le soufre, sous certaines formes, que ça peut être des composés soufrés comme l'ail,
des composés soufrés comme la N-acétylcystéine, là, on a des preuves, des essais cliniques qui montrent que ça réduit le risque d'infection et ça aide à guérir. Pour l'huile de Harlem, on n'a pas d'essais cliniques, malheureusement, mais son cœur, son composé cœur, c'est le soufre. Un soufre rendu biodisponible par des huiles essentielles et des huiles végétales. C'est un remède qui a 4 siècles, qui a été créé par des alchimistes, enfin des gens issus d'une tradition alchimiste hollandaise, et qui a traversé le siècle grâce à toutes ses vertus. Et je trouve que pour les infections hivernales, donc l'intérêt du soufre est multiple. D'abord, le soufre est une forme de mucolytique, comme la fameuse N-acétylcystéine, c'est-à-dire qu'elle rend le mucus plus fluide. Ça, c'est particulièrement important pour le mucus dans les bronches et la trachée. Parce que s'il n'est pas assez fluide, ça stagne et ça forme un bouillon de culture où il y a un risque de surinfection. Donc il faut que ça circule, il faut qu'on puisse l'expulser, le mucus, il faut qu'il soit assez fluide. Et le soufre contribue à ça. Par ailleurs, le soufre a des effets aussi, évidemment, antimicrobiens en lui-même. Et donc, en fait, et c'est pour ça que les praticiens, les grands médecins comme le docteur Mena ou le docteur Karoff, eux, ils utilisent beaucoup l'huile d'Harlem contre les bronchites. En prévention, si on est sujet aux bronchites, en prévention, si on a des bronchites chroniques, si on a des bronchites chroniques, et puis en traitement, si on a une bronchite qui traîne, ou voilà, ou si on a une infection qui traîne un peu, et de la toux notamment, toux grasse, qui signale qu'il y a un peu du mucus qui stagne un peu et qu'il faut fluidifier et aider le corps à s'en débarrasser. Donc je trouve que c'est un remède très intéressant en complément pour ces cas spécifiques qui sont parfois difficiles à traiter. C'est vrai que lorsque j'exerçais, on utilisait beaucoup la N-acétylcystéine sous forme. Il y a des remèdes médicaux Ouais. en pharmacie là-dessus, la Mm. N-acétylcystéine. Et j'ai eu que des bons résultats parce que ça permettait, quand il y avait la toux en particulier, Ouais, d'avoir une toux productive. C'est-à-dire que ouais, les glaires avaient tendance à s'accrocher à la trachée ouais. et donc la N-acétylcystéine permettait de l'évacuer. Mais là, c'est là où arrive un petit peu l'évolution. Moi, j'ai exercé pendant 25 ans et j'ai jamais vu ou entendu parler du moindre problème. Mais il y a eu, paraît-il, quelques personnes qui ont dit que la N-acétylcystéine fluidifiait bien. Oui, c'est sûr. Mais au lieu de favoriser la sortie vers l'extérieur, pouvait faire fluidifier le mucus vers le bas, vers l'intérieur et faire des inondations bronchiques. Voilà, c'est pour ça que je reste un petit peu dans l'expectative entre ces deux hypothèses. Est-ce que tu as une... Alors, j'avoue que j'ai pas entendu parler de ça. Moi, toutes les études que j'ai vues sur la N-acétylcystéine sont positives. Par ailleurs, je déconseille les formulations en pharmacie comme Mucomyst et autres parce qu'elles contiennent aussi des excipients, des additifs douteux. Il faut mieux la prendre pure. Mais non, je n'ai pas connaissance de ça. Tu sais, enfin, je pense que tu sais aussi bien que moi, mais parfois il y a un peu des légendes urbaines qui se répandent sur des remèdes naturels peu coûteux qui sont propagés par des gens pas tout à fait bien intentionnés. Je dis pas que c'est le cas ici, mais en tout cas, comme je l'ai pas vérifié dans les études, il est possible que ce soit aussi le cas et que ces inondations étaient liées à d'autres causes. Non, là, en l'occurrence, ce n'était pas contre la médecine naturelle ou la N-acétylcystéine, ça visait plutôt les fluidifiants qui sont vendus en Ah médecine. oui, mais alors, oui, oui. Ah oui. Mais bon, le problème des fluidifiants, c'est qu'il y a parfois d'autres composés. Et je soupçonne que c'était lié aux autres composés et pas à la NAC, justement. Et c'est une raison pour la prendre pure. Alors je pense que, à mon avis, je ne regarde que moi en disant ça, à mon avis, ça correspondait peut-être davantage aux personnes qui étaient des bronchitos chroniques ou des dilatations des bronches, ou des choses comme ça qui favorisaient beaucoup des sécrétions, etc. Je n'en sais rien. Mais voilà un petit peu. Alors, on va terminer sur une petite note humoristique parce que je vais transformer mon ami Xavier en chef cuisinier parce qu'il va nous parler évidemment de la soupe à l'ail qui contient, là encore, l'ail est un nutriment, est un fruit absolument extraordinaire, enfin un légume plutôt extraordinaire, et qui contient des vertus magnifiques dont le soufre. Alors parle-nous un petit peu, comment fait-on une soupe à l'ail? Alors, tu me prends un peu au dépourvu, mais heureusement, j'ai sous les yeux, parce que je ne la connais pas par cœur, la recette. Je ne suis pas un grand cuisinier, mais j'ai tenu à la mettre. C'est la seule recette que j'ai mis, parce que l'ail,
La soupe à l'ail, en fait, a de multiples effets en un. C'est-à-dire que l'ail en soi, je cite les études, est vraiment un excellent antiviral et antibactérien. La soupe, c'est chaud. J'ai tout un chapitre sur l'importance de la chaleur, donc ça permet d'être chaud. C'est salé. Je recommande de saler parce que le sel, on l'a vu, a beaucoup d'effets positifs en fait contre une infection. Et par contre, il y a juste une précaution à faire hein, enfin, pour optimiser en fait les effets. C'est d'éplucher l'ail, de l'écraser de l'écraser et de le laisser un peu reposer pendant 10 minutes pour aider la formation d'allicine. Et ensuite, après, voilà, de faire chauffer, de mettre un peu d'oignon aussi, parce que la conjugaison ail plus oignon est très efficace. Et donc à ce moment-là, en fait, faire venir un peu l'oignon et l'ail à feu doux. Et ensuite, voilà, de verser dans un liquide d'eau salée ou de bouillon de poule. Mettre un peu de thym aussi. Le thym, j'en parle pas, mais c'est quand même une plante qui est excellente pour les poumons. Donc ça, c'est aussi l'occasion de faire plusieurs en un. Donc voilà, c'est un remède tout à fait artisanal, mais qui a un soubassement scientifique très solide et un historique. Voilà, et c'est un remède traditionnel bien connu et un remède de grand-mère. Et pour le coup, on a toutes les raisons de le faire avec ce petit élément où pour libérer la lysine, hein, qui est un composant très intéressant, d'écraser l'ail et de laisser un peu reposer. Ah là, il y a des vertus absolument extraordinaires. On le trouve dans tous nos jardins, dans tous les marchés, etc. Il faut vraiment en profiter parce que c'est Ouais. excellent pour la santé. Alors, on va bientôt arrêter parce que le temps passe et on s'ennuie pas avec toi. Mais j'ai une question dont je connais la réponse, mais je pense qu'il est important que tu nous l'exprimes parce que dans ton livre, tu parles de beaucoup de nutriments qui sont magnifiques, de produits, mais tu parles pas des huiles essentielles, tu parles pas, mis à part le zinc, tu parles pas beaucoup d'autres oligoéléments, de l'homéopathie, etc. Je pense que tu n'es pas contre les associations avec ces produits-là ou tu es tout contre. Ah non, au contraire, simplement, l'homéopathie, c'est vraiment un domaine à part entière qu'il faut maîtriser, que je ne maîtrise pas. Moi, je suis pas un praticien, je suis pas un clinicien et je m'appuie sur les études et malheureusement, il y a peu d'études, d'essais cliniques sur l'homéopathie, mais je n'ai aucun doute qu'un bon homéopathe pourra vraiment aider. Non. Et pour les huiles essentielles, bah, j'en parle quand même, j'en dis un mot pour reconnaître leur pouvoir anti-infectieux qui est évident. Là, c'est simplement que là aussi, on manque un peu d'un protocole un peu clair qui mette tout le monde d'accord et d'études qui valident exactement quel protocole suivre. Mais je n'ai absolument aucun doute, les études montrent qu'il y a un effet anti-infectieux. Par contre, quelle huile essentielle, à quel moment, sous quelle forme? Ça, c'est plus délicat et ceux qui connaissent bien, qui maîtrisent bien les huiles essentielles vous conseilleront de façon admirable et je pense que c'est tout à fait excellent. Mais c'est un peu plus difficile quand on n'est pas praticien ou spécialiste du domaine, je trouve, de conseiller un protocole parce que ça n'a pas été suffisamment étudié dans des essais cliniques. Ah, il y a pourtant des bonnes huiles essentielles bien classiques et qui donnent des résultats. Tu parlais tout à l'heure du thym, il y a l'huile essentielle de thym, de thymus, etc. Il y en a beaucoup, le titri, il y a Bien sûr, etc., qui sont des grands classiques aussi. bien sûr, bien sûr. Mais on ne peut pas tout mettre non plus et transformer en laboratoire. Mais c'est vrai que ce qui était important dans ce que tu as écrit dans ton livre, c'est que les médecines naturelles ont des manques criants comme tu viens de l'exprimer, d'études. Mais comme as réussi à ressortir sur ces différents produits dont tu parles dans ton livre, la vitamine C, la vitamine D, le zinc, les plantes, le sureau, etc., tu as ressorti des études qui sont extrêmement intéressantes et qui mettront les médecins, les patients, les personnes à l'aise. Et puis aussi, je pense que ça pourra aider véritablement les médecins qui sont ouverts à ce genre de choses parce que c'est évident que quand une personne a un rhume, si on se tient purement et simplement à l'allopathie, je dirais qu'on n'a pas grand-chose à donner. Et donc, de s'ouvrir à des remèdes naturels comme ceux que tu as indiqués dans ton livre pourra les aider énormément s'ils sont prêts à le faire. Voilà, merci en tous les cas pour eux. Et puis, écoute, Xavier, as-tu un petit mot de la fin à nous dire par rapport
à ton livre que je rappelle, je vais marquer les références en dessous. Donc, c'est le livre de Xavier Bazin, donc le protocole 100% naturel qui est sorti aux éditions Guy Trédaniel. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Luc. Oui, juste pour dire que je suis très, très heureux du succès de ce livre, hein. Il y a plus de 25 000 exemplaires vendus. Et au-delà c'est pas tellement pour mon cas personnel, mais c'est surtout que ça montre quand même que beaucoup de Français ont compris qu'il fallait qu'ils prennent leur santé en main, ils ne peuvent pas tout attendre de leur médecin. Leur médecin est très compétent sur beaucoup de maladies, mais pour la santé, il a moins été formé à la santé, c'est-à-dire comment optimiser sa santé. Et sur les infections hivernales, il n'y a pas non plus beaucoup de choses. Il y a même plutôt des choses délétères, hein. J'ai quand même un chapitre sur le paracétamol et l'ibuprofène où je montre bien que les études montrent que ça contribue plutôt à aggraver l'infection plutôt que de la réduire. Donc c'est quand même pas terrible. Et donc, vraiment, je pense qu'il faut prendre sa santé en main. Le Covid, je pense aussi, est passé par là, nous a montré qu'il n'y avait pas une grosse appétence des autorités de santé pour les remèdes pas chers ou naturels. Et donc, il faut aller s'informer un peu différemment. Et je pense que j'ai fait l'effort vraiment de réunir de façon un peu agréable, hein, parce que ce n'est pas une litanie d'études. Je raconte aussi beaucoup d'anecdotes, d'histoires de la médecine pour essayer de vraiment mettre tout ça en perspective et montrer qu'il existe des choses de façon tout à fait crédible qui réduisent les infections, qui réduisent le risque, qui réduisent la gravité. Donc, si on peut s'épargner des antibiotiques, un séjour à l'hôpital, voire pire, et des journées passées au lit, eh ben, enfin, c'est possible, c'est prouvé. Et donc, voilà, autant le faire. Et je pense que beaucoup de gens commencent à le comprendre. Et c'est vraiment bon signe, je trouve, pour la suite. Tout à fait. Je terminerai quand même en disant que, évidemment, tous ces conseils ne remplacent pas une consultation médicale et ne remplacent pas non plus l'usage d'antibiotiques quand il s'avère nécessaire. Donc il faut aussi rester dans le domaine. Bien sûr, mais tout le but du protocole, c'est d'éviter d'en arriver au moment où les antibiotiques sont nécessaires. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut consulter un médecin si au bout de 3, 4, 5 jours, il y a quelque chose qui ne passe pas. Mais en fait, moi, je prétends que si on, on fait toutes les étapes du protocole, on a très, très peu de chances d'arriver à ce stade-là. Tout à fait, je comprends bien. Mais seulement, il faut quand même bien considérer Tout à fait. si ça ne remplace pas les médecins. Autrefois, il n'y a pas encore quelques mois, quelques années, quand il y avait un rhume, un élément négatif, on donnait du Doliprane. Même le Doliprane aujourd'hui, enfin, ils se sont rendus compte, et nous en homéopathie, on le disait depuis longtemps, la vitamine C qu'on donnait contre la fièvre était irritant pour les tubes digestifs, et le Doliprane est irritant pour, à grosse dose, pas dose prise régulièrement, etc., est irritant pour le foie. Donc, Bien sûr. si on commence à supprimer tout ça, ben, les médecins n'ont plus grand-chose à prescrire et c'est pour ça que ces remèdes sont intéressants. Voilà. Ben, écoute, Xavier, merci en tous les cas. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour ce livre Merci à toi, Luc. dont vous retrouverez les informations juste dans la présentation ci-dessous. Et puis, ben, je vais te souhaiter le meilleur sur ta route. Et tu nous prépares un nouveau livre? Alors, merci Luc. Écoute, là, je fais une petite pause. J'ai beaucoup travaillé, je suis un peu épuisé sur ce livre, donc là, je fais une petite pause, mais j'ai des recherches souterraines en permanence. Donc, oui, oui, bien sûr, il y a des choses en préparation, mais pour l'instant, je n'en parle pas. Merci encore, en tout cas, pour cette invitation, Luc. Merci, merci Xavier. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, ben, je vous souhaite à vous également le meilleur sur votre route. À très vite.